Imaginez un instant que vous montiez dans un vaisseau spatial, le plus rapide jamais conçu par l'humanité, et que vous pointiez son nez vers l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima du Centaure, située à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Seulement, ce mot est trompeur, parce que même en voyageant à la vitesse de la sonde Parker Solar Probe, l'objet le plus rapide jamais construit par l'être humain, qui file à environ 690 000 km/h, il vous faudrait plus de 6500 ans pour y arriver. 6500 ans. Quand les premières civilisations de Mésopotamie commençaient à peine à graver des tablettes d'argile, votre vaisseau n'aurait même pas encore franchi un dixième du trajet. Et Proxima du Centaure, c'est la porte d'à côté. La galaxie d'Andromède, elle, se trouve à 2,5 millions d'années-lumière. Le bord de l'univers observable, à 46,5 milliards d'années-lumière. Des distances si grotesquement énormes que notre cerveau n'a aucun mécanisme pour les appréhender. On peut les écrire, on peut les prononcer, mais on ne peut pas les ressentir. Et c'est là que réside le premier vertige. On vous a dit, depuis l'école, depuis les documentaires, depuis les films de science-fiction, qu'il existe une limite absolue dans l'univers. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière. 300 000 km par seconde, ou plus précisément 299 792,458 km par seconde. C'est la vitesse maximale, le mur ultime, le plafond cosmique. Et la plupart des gens acceptent cette information comme on accepte que l'eau bout à 100 degrés ou que la Terre tourne autour du Soleil. Un fait, un point final. Mais presque personne ne sait pourquoi. Presque personne ne comprend ce qui se passe réellement quand un objet s'approche de cette vitesse. Et quand on commence à creuser, quand on commence à comprendre les mécanismes profonds qui rendent ce voyage impossible, on découvre quelque chose de bien plus troublant qu'une simple limitation technique. On découvre que l'univers lui-même est construit pour nous empêcher de franchir cette barrière. Comme si les lois de la physique avaient été écrites exprès pour nous enfermer. Au cours de cette exploration, vous allez découvrir 3 mystères qui vont transformer votre façon de percevoir la réalité. Le premier, c'est que le temps lui-même devient votre ennemi mortel quand vous accélérez. Pas métaphoriquement, littéralement. Le temps se déforme, se tord, ralentit pour vous pendant qu'il continue normalement pour tous ceux que vous laissez derrière vous. Le deuxième mystère, c'est que la masse, cette propriété fondamentale de la matière que vous croyez fixe et immuable, est en réalité un piège dynamique qui grandit à l'infini quand vous approchez la vitesse de la lumière, transformant votre vaisseau en un objet plus lourd que des galaxies entières. Et le troisième mystère, le plus dérangeant de tous, c'est que l'espace-temps lui-même n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas un décor passif, une scène sur laquelle les choses se déplacent. C'est un tissu actif, élastique, qui réagit à votre présence, à votre vitesse, à votre énergie, et qui a été conçu, ou du moins configuré, pour que cette limite soit absolument, irrémédiablement, définitivement infranchissable. Vous allez découvrir quelque chose ce soir qui risque de vous empêcher de dormir. Et ce n'est pas une exagération. Si les mystères du cosmos vous fascinent, si vous aimez plonger dans les profondeurs de ce qui est réel et de ce qui dépasse notre entendement, abonnez-vous. Le voyage commence maintenant. Commençons par ce que tout le monde croit savoir. La version officielle, celle qu'on apprend à l'école, celle qui circule dans les conversations, celle qui est répétée dans les documentaires vulgarisés. Elle est simple, presque rassurante dans sa simplicité. Albert Einstein, en 1905, publie sa théorie de la relativité restreinte. Dans cette théorie, il établit que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante universelle. Elle ne change jamais. Peu importe que vous vous déplaciez vers une source lumineuse ou que vous vous en éloigniez, vous mesurerez toujours la même vitesse pour la lumière. Et cette constance implique, par les équations que Einstein a dérivées, qu'aucun objet possédant une masse ne peut atteindre cette vitesse. Point final. C'est un postulat, presque un axiome, et toute la physique moderne est construite dessus. Cette version est correcte dans ses grandes lignes, mais elle est terriblement incomplète. Elle donne l'impression que la limitation est un simple fait mathématique, une curiosité des équations, quelque chose d'abstrait qui n'a pas vraiment de conséquences toutes tangibles,
comme si quelqu'un avait simplement dit, arbitrairement, que 300 000 km par seconde est le maximum. Et que voilà, c'est comme ça. Beaucoup de gens, en entendant cette explication, se disent intérieurement que c'est probablement une limitation temporaire, que la technologie finira par la contourner, comme elle a contourné le mur du son, comme elle a contourné la gravité terrestre avec les fusées. Après tout, on nous disait aussi qu'on ne pourrait jamais voler, jamais atteindre la Lune, jamais diviser l'atome. L'histoire humaine est pavée de limites soi-disant infranchissables qui ont été pulvérisées par l'ingéniosité. Alors pourquoi la vitesse de la lumière serait-elle différente ? C'est exactement cette question qui ouvre la porte vers l'abîme. Parce que la vitesse de la lumière n'est pas une limitation technique. Ce n'est pas un mur qu'on pourrait briser avec un moteur plus puissant, un carburant plus efficace, une technologie plus avancée. Ce n'est même pas vraiment une limitation de vitesse au sens où on l'entend habituellement. C'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est une propriété structurelle de la réalité elle-même. C'est la vitesse à laquelle la causalité se propage. C'est la vitesse maximale à laquelle une information, une influence, un effet quelconque peut voyager d'un point à un autre dans l'espace-temps. Et quand on dit espace-temps, on ne parle pas d'une métaphore. On parle littéralement du tissu dans lequel tout existe. Tout. Vous, moi, les étoiles, les galaxies, le temps qui passe, l'espace qui s'étend. Tout cela est contenu dans cette structure. Et cette structure a des règles. Des règles qui ne sont pas des suggestions, pas des recommandations, pas des limites provisoires en attendant une meilleure technologie. Ce sont des lois absolues inscrites dans la géométrie même de l'existence. Prenons un exemple pour montrer à quel point la version officielle simplifiée est trompeuse. On nous dit souvent que plus vous accélérez, plus il faut d'énergie pour continuer à accélérer, et qu'à mesure que vous approchez la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire tend vers l'infini. C'est vrai, mais présenté comme ça, on a l'impression que c'est juste un problème d'énergie. Comme si, en théorie, avec assez d'énergie, on pourrait quand même y arriver. Or, ce qui se passe réellement est bien plus étrange. Ce n'est pas simplement que l'énergie requise augmente, c'est que la nature même de votre vaisseau change. Sa masse augmente, le temps à bord ralentit, l'espace devant vous se contracte, la réalité elle-même se reconfigure autour de vous pour maintenir cette barrière. Ce n'est pas un mur contre lequel vous vous heurtez, c'est un mur qui recule à l'infini, qui se reconstruit à chaque instant, qui s'adapte à chaque tentative. L'univers ne vous empêche pas de passer, l'univers rend le passage conceptuellement impossible. Et il y a quelque chose de profondément troublant là-dedans. Parce que quand une loi physique est aussi absolue, aussi universelle, aussi parfaitement hermétique, on est en droit de se demander pourquoi. Pourquoi l'univers a-t-il été configuré ainsi ? Est-ce un hasard ? Une nécessité logique ? Ou est-ce que cette limite existe pour une raison que nous ne comprenons pas encore ? Une raison qui touche peut-être à la nature même de ce qu'est la réalité. Revenons à Einstein pour comprendre d'où tout est parti, mais cette fois, pas la version simplifiée, la vraie histoire. En 1905, Albert Einstein n'était pas professeur d'université. Il n'avait pas de laboratoire. Il n'avait pas de financement. Il travaillait comme examinateur de brevets au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, en Suisse. C'était un employé de bureau. Un jeune homme de 26 ans, brillant mais sans position académique, qui réfléchissait à des problèmes de physique pendant son temps libre. Et cette année-là, qu'on appellera plus tard son annus mirabilis, son année miraculeuse, il publia 4 articles qui allaient transformer la physique pour toujours. L'un d'entre eux portait sur l'électrodynamique des corps en mouvement. C'est cet article qui contenait la relativité restreinte. Le problème qu'Einstein essayait de résoudre était en apparence simple. Il y avait une contradiction entre 2 piliers de la physique de l'époque. D'un côté, la mécanique de Newton, qui décrivait parfaitement le mouvement des objets dans l'espace. De l'autre, les équations de Maxwell, qui décrivaient le comportement de la lumière et des ondes électromagnétiques. Le problème, c'est que les équations de Maxwell prédisaient que la lumière se déplace toujours à la même vitesse, peu importe le mouvement de l'observateur. Et ça, c'était en contradiction directe avec la mécanique newtonienne, qui dit que les vitesses s'additionnent. Si vous êtes dans un train qui roule à 100 km/h
et que vous lancez une balle à 50 km/h dans le sens de la marche, un observateur immobile verra la balle aller à 150 km/h. C'est intuitif, c'est logique, c'est ce que nous expérimentons tous les jours. Mais la lumière ne fonctionne pas comme ça. Si vous allumez une lampe torche dans ce même train, la lumière ne va pas à 300 000 km/s plus 100 km/h. Elle va à exactement 300 000 km/s, ni plus ni moins. Que le train roule ou qu'il soit à l'arrêt, que le train fonce vers la lumière ou qu'il s'en éloigne, la vitesse de la lumière est toujours la même, toujours. L'expérience de Michelson et Morley, réalisée en 1887, avait confirmé ce fait expérimentalement, à la grande consternation de la communauté scientifique qui s'attendait à mesurer des variations. Einstein a fait quelque chose que personne d'autre n'avait osé faire. Au lieu d'essayer de sauver la mécanique newtonienne, au lieu de chercher des failles dans l'expérience, il a accepté le résultat tel quel et s'est demandé quelles en étaient les conséquences. Si la vitesse de la lumière est vraiment constante pour tous les observateurs, alors quelque chose d'autre doit changer. Et ce quelque chose d'autre, c'est le temps et l'espace eux-mêmes. C'est ici que la plupart des gens décrochent, parce que ce qui suit est contre-intuitif au point d'en être vertigineux. Einstein a démontré que si la vitesse de la lumière est constante, alors le temps ne peut pas être constant. Le temps doit s'écouler différemment selon la vitesse à laquelle vous vous déplacez. Pour un observateur en mouvement rapide, le temps ralentit, et ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une question de perception. Le temps lui-même, objectivement, mesurablement, ralentit. Des horloges identiques, placées l'une dans un avion en mouvement et l'autre au sol, finissent par montrer des temps différents. Cela a été mesuré, vérifié, confirmé des milliers de fois avec une précision atomique. Le temps n'est pas absolu, le temps est flexible, le temps est relatif. Et si le temps est relatif, alors la simultanéité est relative aussi. Deux événements qui sont simultanés pour un observateur ne le sont pas nécessairement pour un autre. Ce qui veut dire que la séquence même des événements, l'ordre dans lequel les choses se produisent, peut dépendre de qui regarde. Cela semble absurde, cela semble impossible. Mais c'est la réalité démontrée par plus d'un siècle d'expérience. Et c'est dans cette relativité du temps que se cache la première raison profonde pour laquelle nous ne pourrons jamais dépasser la vitesse de la lumière. Parce que quand vous accélérez, quand vous vous rapprochez de cette vitesse fatidique, le temps ne ralentit pas juste un peu, il ne se décale pas légèrement, il se contracte de manière exponentielle. À 50% de la vitesse de la lumière, le temps ralentit d'environ 15%. C'est notable, mais pas dramatique. À 90%, il ralentit de plus de moitié. À 99%, il est divisé par 7. À 99,9%, il est divisé par plus de 22. Et à mesure que vous vous rapprochez infiniment de la vitesse de la lumière, le temps à bord de votre vaisseau tend vers zéro, vers l'arrêt complet. Pensez à ce que cela signifie. À la vitesse de la lumière exacte, le temps ne s'écoule plus du tout. Pour un photon, cette particule de lumière qui traverse l'espace à 300 000 km/s, il n'y a pas de temps. Un photon, émis par une étoile à des milliards d'années-lumière de distance, qui voyage pendant des milliards d'années selon notre point de vue, n'a aucune expérience de durée. Pour le photon, le moment de son émission et le moment de son absorption sont le même instant. Il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de trajet, il n'y a pas de temps. Le photon existe dans un état où le temps est aboli. Et c'est possible parce que le photon n'a pas de masse. Mais vous avez une masse. Votre vaisseau a une masse. Et c'est là que tout s'effondre. Parce que pour amener un objet massif à la vitesse de la lumière, il faudrait comprimer son temps propre à zéro. Il faudrait abolir le temps pour cet objet. Et les équations montrent que l'énergie nécessaire pour faire cela est infinie. Pas très grande, pas astronomique, infinie, c'est-à-dire plus grande que toute l'énergie contenue dans l'univers observable, plus grande que toute l'énergie qui a jamais existé ou qui existera jamais. L'infini n'est pas un très grand nombre, c'est un concept qui échappe à toute quantité. Vous pourriez convertir chaque étoile, chaque planète,
chaque grain de poussière cosmique de l'univers entier en énergie pure. Et ce ne serait toujours pas assez. Ce ne serait même pas un début. La version officielle dit que la vitesse de la lumière est une limite. La réalité est que ce n'est pas une limite. C'est une impossibilité logique, structurelle, fondamentale. C'est comme demander combien il faut marcher vers le nord pour dépasser le pôle nord. La question elle-même n'a pas de sens. Il n'y a pas de direction au-delà du nord quand vous êtes au pôle nord. De même, il n'y a pas de vitesse au-delà de la lumière dans la structure de l'espace-temps tel qu'il existe. Mais la réalité est beaucoup plus sombre que ça. Parce que les conséquences de cette impossibilité ne sont pas simplement techniques ou académiques, elles sont existentielles. Elles signifient quelque chose de profond, de dérangeant, de presque cruel sur notre place dans l'univers. Elles signifient que les distances cosmiques ne sont pas simplement grandes, elles sont infranchissables. Non pas parce que nous ne sommes pas assez avancés, non pas parce que notre technologie est primitive, mais parce que la structure même de la réalité l'interdit. L'univers est vaste et nous sommes enfermés, non pas dans une cage, mais dans les lois de la physique elle-même. Et une cage dont les barreaux sont les lois de la nature est une cage dont on ne s'évade pas. Et pourtant, même en sachant tout cela, la vraie terreur n'a pas encore commencé. Parce que nous n'avons abordé qu'une seule facette du problème, le temps. Nous n'avons pas encore parlé de ce qui arrive à la masse. Nous n'avons pas encore parlé de ce qui arrive à l'espace. Nous n'avons pas encore parlé de ce qui arrive à la causalité, à la logique même de cause et d'effet qui maintient l'univers cohérent. Et quand on explore ces dimensions-là, on découvre que la barrière de la lumière n'est pas seulement une limite, c'est un verrou. Un verrou à plusieurs tours, chacun plus inviolable que le précédent. Et chacun révèle quelque chose de plus troublant sur la nature de la réalité dans laquelle nous vivons. Mais la réalité est bien plus obscure que ce que nous venons d'entrevoir. Il y a une équation en physique qui, une fois que vous la comprenez vraiment, change à jamais votre perception de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Cette équation, c'est peut-être la plus célèbre de toute l'histoire de la science. Et paradoxalement, c'est aussi la plus mal comprise. E égale mc au carré. Tout le monde l'a vue. Sur des t-shirts, sur des tasses, sur des affiches. Elle est devenue un symbole de génie, presque un logo pour la science elle-même. Mais presque personne ne réalise que cette équation n'est qu'un cas particulier, un cas simplifié. La version complète de l'équation d'Einstein pour l'énergie est plus longue, plus complexe et infiniment plus révélatrice. La version complète dit que l'énergie totale d'un objet au carré est égale à la quantité de mouvement multipliée par la vitesse de la lumière, le tout au carré, plus la masse au repos multipliée par la vitesse de la lumière au carré, le tout au carré. E égale mc au carré n'est valable que quand l'objet est au repos, quand il ne bouge pas. Dès qu'il bouge, l'énergie totale augmente. Et elle augmente d'une façon qui est tout sauf linéaire. C'est dans cette équation complète que se cache le deuxième verrou de la prison cosmique, le piège de la masse. Quand un objet se met en mouvement, son énergie cinétique s'ajoute à son énergie de repos. Jusque-là, rien de surprenant. Quand vous poussez une boule de billard, elle acquiert de l'énergie cinétique. Quand vous accélérez une voiture, elle acquiert de l'énergie cinétique. Mais à des vitesses ordinaires, cette énergie cinétique est négligeable par rapport à l'énergie de masse. La masse de votre voiture ne change pas de manière perceptible quand elle roule à 130 km/h sur l'autoroute. La différence existe techniquement, mais elle est si infinitésimale qu'aucun instrument ne pourrait la mesurer dans la vie courante. Maintenant, augmentez la vitesse. Augmentez-la beaucoup. Quand un objet atteint 10% de la vitesse de la lumière, soit environ 30 000 km par seconde, quelque chose de subtil commence à se produire. L'énergie cinétique commence à représenter une fraction non négligeable de l'énergie totale. Et parce que l'énergie et la masse sont équivalentes, deux faces de la même médaille, selon la relation fondamentale d'Einstein, cette énergie supplémentaire se manifeste comme une masse supplémentaire. L'objet devient plus lourd, pas parce qu'on lui a ajouté de la matière, pas parce que des atomes supplémentaires sont apparus, mais parce que l'énergie elle-même pèse. L'énergie cinétique, cette chose intangible et invisible, se convertit en une résistance accrue
à l'accélération qui est strictement indiscernable d'une augmentation de masse. À 10% de la vitesse de la lumière, cet effet est d'environ 0,5%, presque rien. Mais le phénomène n'est pas proportionnel. Il ne suit pas une courbe douce et progressive. Il suit une courbe qui reste relativement plate pendant longtemps, puis qui monte en flèche comme un mur vertical. C'est ce qu'on appelle le facteur de Lorentz, du nom du physicien néerlandais Hendrik Lorentz, qui a décrit cette transformation mathématique avant même qu'Einstein n'en comprenne la signification physique profonde. Le facteur de Lorentz est une quantité simple à calculer, mais terrifiante dans ses implications. Il est égal à 1 divisé par la racine carrée de 1 moins le carré de la vitesse de l'objet divisé par le carré de la vitesse de la lumière. À des vitesses faibles, ce facteur est essentiellement égal à 1. Rien ne change. À 50% de la vitesse de la lumière, il vaut environ 1,15. L'objet est 15% plus massif qu'Orpo. C'est significatif, mais pas dramatique. À 80% de la vitesse de la lumière, le facteur monte à environ 1,67. L'objet est 67% plus lourd. À 90%, le facteur atteint 2,29. L'objet pèse plus du double de sa masse au repos. C'est ici que la courbe commence à devenir folle. À 99% de la vitesse de la lumière, le facteur de Lorentz est d'environ 7,1. Votre vaisseau spatial, qui pesait peut-être 1000 tonnes au départ, pèse maintenant 7000 tonnes. Mais vous n'êtes qu'à 99%. Il reste un maigre 1% à combler. Et c'est dans ce dernier pourcent que l'univers révèle la brutalité de son verrouillage. À 99,9% de la vitesse de la lumière, le facteur de Lorentz est d'environ 22,4. Votre vaisseau de 1000 tonnes pèse maintenant 22 400 tonnes. À 99,99%, le facteur grimpe à environ 70,7. Votre vaisseau pèse 70 700 tonnes. À 99,999%, le facteur dépasse 223. Votre vaisseau de 1000 tonnes initial pèse maintenant plus de 223 000 tonnes. C'est plus lourd que le plus grand pétrolier jamais construit sur Terre. Et vous n'avez toujours pas atteint la vitesse de la lumière. Vous en êtes infiniment proche, mais vous ne l'avez pas atteinte. Et chaque fraction de pourcentage supplémentaire multiplie la masse par des facteurs de plus en plus délirants. Il n'y a pas de fin à cette escalade. Le facteur de Lorentz tend vers l'infini à mesure que la vitesse tend vers celle de la lumière, ce qui signifie que la masse tend vers l'infini. Et l'énergie nécessaire pour accélérer un objet de masse infinie est elle-même infinie. Arrêtez-vous un instant sur cette idée. Ce n'est pas que l'énergie est très grande, ce n'est pas qu'elle est colossale ou astronomique, elle est infinie. Ce mot a un sens mathématique précis. Infini signifie qu'aucune quantité finie, aussi grande soit-elle, n'est suffisante. Vous pourriez harnacher l'énergie de toutes les étoiles de la Voie lactée. Il y en a entre 100 et 400 milliards. Vous pourriez convertir chacune d'entre elles en énergie pure selon E égale mc au carré. Ce ne serait pas suffisant. Vous pourriez faire de même avec toutes les étoiles de toutes les galaxies de l'univers observable, soit environ 2000 milliards de galaxies contenant chacune des centaines de milliards d'étoiles. Ce ne serait toujours pas suffisant. L'infini ne se satisfait de rien. C'est la beauté terrible de cette physique. Elle ne vous interdit pas de voyager vite. Elle vous laisse accélérer autant que vous le souhaitez. Vous pouvez atteindre 50% de la vitesse de la lumière. 80%, 99%, 99,9999999%. Vous pouvez ajouter autant de 9 que vous voulez après la virgule. Mais vous n'atteindrez jamais 100%. La limite n'est pas un mur que vous heurtez. C'est un horizon qui recule à mesure que vous avancez, comme un mirage dans le désert. Plus vous en approchez, plus il s'éloigne. Sauf que ce n'est pas une illusion. C'est la structure géométrique de l'espace-temps qui produit cet effet. Et il y a un aspect de ce phénomène qui est rarement discuté mais qui est peut-être le plus fascinant. Du point de vue du pilote, à l'intérieur du vaisseau, rien ne semble anormal. Le pilote ne ressent pas sa masse augmenter. Il ne se sent pas plus lourd. Ses instruments de bord, ses horloges, ses balances, tout fonctionne normalement de son point de vue.
S'il fait rebondir une balle contre le mur du vaisseau, elle rebondira exactement comme d'habitude. S'il se pèse sur une balance, il verra le même nombre qu'avant le départ. C'est parce que dans son référentiel, dans sa bulle locale de réalité, les lois de la physique sont identiques. La relativité restreinte garantit cela. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels. Mais pour un observateur extérieur, resté sur Terre par exemple, le vaisseau était devenu un monstre de masse. Et chaque joule d'énergie que le vaisseau dépense pour accélérer est de moins en moins efficace, parce qu'il essaie d'accélérer un objet de plus en plus massif. C'est comme essayer de pousser une boule de neige qui grossit à chaque mètre. Sauf que la boule de neige grossit de manière exponentielle et qu'après un certain point, elle est plus lourde que la montagne, plus lourde que la planète, plus lourde que le système solaire. Et vous poussez toujours. Et elle grossit toujours. Pour mettre des chiffres concrets sur ce concept, considérons un vaisseau spatial modeste d'une masse de 10 tonnes. De 10 tonnes, c'est à peu près le poids d'un bus urbain. Pour accélérer ce vaisseau à 10% de la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie d'environ 4,5 fois 10 puissance 17 joules. C'est environ l'énergie que la France entière consomme en un an, pour un seul bus cosmique à 10% de la vitesse de la lumière. Pour la mener à 50% de la vitesse de la lumière, l'énergie requise bondit à environ 1,4 fois 10 puissance 19 joules. C'est l'énergie que toute l'humanité consomme en quelques mois. Pour l'amener à 90% de la vitesse de la lumière, il faut environ 5,6 fois 10 puissance 19 joules. C'est la consommation énergétique mondiale sur plusieurs années, concentrée dans un seul bus. Et pour l'amener à 99,9% de la vitesse de la lumière, l'énergie nécessaire dépasse 10 puissance 21 joules. C'est comparable à l'énergie totale que le Soleil émet en plusieurs secondes. Toute la puissance de notre étoile, concentrée pendant plusieurs secondes pour accélérer un bus. Ces chiffres sont déjà absurdes, mais ils ne sont rien comparés à ce qui se passe quand on ajoute encore des 9 après la virgule. Chaque 9 supplémentaire multiplie l'énergie requise par un facteur gigantesque. Et on n'atteint toujours pas la vitesse de la lumière. On s'en approche asymptotiquement, pour toujours, sans jamais y toucher. Il existe un accélérateur de particules qui illustre cette réalité de manière spectaculaire. Le grand collisionneur de Hadron, le LHC, situé à la frontière franco-suisse, près de Genève, est la machine la plus puissante jamais construite par l'être humain pour accélérer des particules. C'est un anneau souterrain de 27 km de circonférence, équipé d'aimants supraconducteurs refroidis à moins 271 degrés Celsius, plus froid que l'espace interstellaire. Dans cet anneau, des protons sont accélérés à des vitesses vertigineuses. À pleine puissance, ces protons voyagent à 99,99999% de la vitesse de la lumière. Pas 100%, 99,99999%. Et voici le détail 99%. Et voici le détail révélateur. À cette vitesse, chaque proton a une énergie de 6,5 téraélectronvolts. En termes de masse, cela signifie que chaque proton, cette minuscule particule subatomique dont la masse au repos est d'environ 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, se comporte comme s'il avait une masse environ 7000 fois supérieure à sa masse au repos. Un proton qui pèse autant que 7000 protons. Et malgré toute la puissance du LHC, malgré les milliards d'euros investis, malgré des aimants capables de créer des champs magnétiques 100 000 fois plus puissants que le champ magnétique terrestre, ces protons n'atteignent toujours pas la vitesse de la lumière. Ils en sont infinitésimalement proches. Mais pas tout à fait. Et c'est un proton. Une particule dont la masse est si petite qu'il faudrait en aligner des milliards de milliards pour voir quoi que ce soit à l'œil nu. Imaginez ce qu'il faudrait pour accélérer un être humain ou un vaisseau spatial à la même fraction de la vitesse de la lumière. Les chiffres dépassent tout ce que notre espèce a jamais manipulé en termes d'énergie. Ils dépassent tout ce que notre espèce manipulera probablement jamais. Il y a une autre façon de comprendre pourquoi la masse pose un problème si fondamental. En physique newtonienne, la masse est une quantité fixe. Un kilogramme reste un kilogramme, que vous soyez immobile ou en mouvement. La force nécessaire pour accélérer cet objet
est simplement la masse multipliée par l'accélération souhaitée. C'est la deuxième loi de Newton. F égale ma. Simple, élégant, prévisible. Mais en relativité, cette loi est modifiée. La masse effective augmente avec la vitesse, ce qui signifie que pour maintenir la même accélération, la même poussée constante, la même augmentation de vitesse par seconde, il faut augmenter la force de manière exponentielle. Et pas n'importe quelle exponentielle, une exponentielle qui diverge vers l'infini. Ce qui signifie concrètement que même si vous aviez un moteur parfait, un moteur qui convertit la masse en énergie avec une efficacité de 100%, comme un moteur à antimatière théorique, vous ne pourriez toujours pas atteindre la vitesse de la lumière. Parce que le carburant lui-même a une masse, et cette masse augmente avec la vitesse. Vous transportez du carburant qui devient de plus en plus lourd, qui nécessite de plus en plus d'énergie pour être accéléré, ce qui nécessite plus de carburant, qui est lui-même plus lourd, et ainsi de suite dans une boucle de rétroaction infernale qui ne se résout jamais. C'est ce qu'on appelle parfois le paradoxe du carburant relativiste. Plus vous avez de carburant, plus votre vaisseau est lourd. Plus votre vaisseau est lourd, plus il faut de carburant pour l'accélérer. Plus il faut de carburant, plus le vaisseau est lourd. Il n'y a aucune échappatoire mathématique à cette spirale. Mais il y a encore un aspect que nous n'avons pas abordé et qui est peut-être le plus troublant de tous. La masse relativiste n'est pas simplement un nombre sur une équation. Elle a des conséquences gravitationnelles. Selon la relativité générale, publiée par Einstein 10 ans après la relativité restreinte, la masse courbe l'espace-temps. Plus la masse est grande, plus la courbure est forte. Et un objet dont la masse tend vers l'infini produirait une courbure de l'espace-temps qui tend elle aussi vers l'infini. Ce qui signifie qu'en théorie, si vous pouviez accélérer un objet suffisamment près de la vitesse de la lumière, sa masse deviendrait si grande qu'elle commencerait à déformer significativement l'espace-temps autour d'elle. L'objet commencerait à attirer gravitationnellement les corps célestes environnants. À des vitesses suffisamment proches de la lumière, un simple grain de sable aurait une masse relativiste supérieure à celle de la Terre, puis supérieure à celle du Soleil, puis supérieure à celle d'un trou noir stellaire. Et voilà le piège ultime de la masse. Avant même d'atteindre la vitesse de la lumière, votre vaisseau, par sa masse relativiste seule, commencerait à créer des distorsions gravitationnelles catastrophiques. Il déformerait l'espace autour de lui. Il perturberait les orbites des planètes. Il attirerait la matière environnante. Et à un certain point théorique, sa masse serait si concentrée que les conditions de formation d'un trou noir seraient réunies. Votre vaisseau, cette création humaine destinée à explorer les étoiles, s'effondrerait sous sa propre gravité et formerait une singularité. Bien sûr, en pratique, on n'atteindrait jamais cette situation parce que l'énergie nécessaire serait déjà infinie bien avant. Mais le fait que les équations prédisent cette possibilité est révélateur. L'univers ne vous empêche pas de voyager à la vitesse de la lumière par un seul mécanisme. Il vous empêche par une multitude de mécanismes interconnectés, chacun renforçant les autres, chacun fermant une porte que vous auriez pu penser ouverte. Le temps ralentit, la masse augmente, l'énergie diverge, la gravité s'emballe. 4 verrous, 4 chaînes, 4 raisons pour lesquelles cette barrière est absolue. Et pourtant, malgré tout cela, la science n'a pas de réponse définitive à une question fondamentale. Pourquoi ? Pourquoi cette limite existe-t-elle ? Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle exactement de 299 792,458 km par seconde et pas une autre valeur ? Pourquoi le facteur de Lorentz a-t-il cette forme mathématique précise ? Ces questions semblent simples, mais elles touchent au fondement même de la physique. La constante c, la vitesse de la lumière, est intimement liée à 2 autres constantes fondamentales, la permittivité du vide et la perméabilité du vide. Ces 2 constantes décrivent la façon dont l'espace vide répond aux champs électriques et magnétiques. La vitesse de la lumière est simplement l'inverse de la racine carrée de leur produit. Ce qui signifie que la vitesse de la lumière n'est pas une propriété de la lumière, c'est une propriété du vide, c'est une propriété de l'espace-temps lui-même. Et cette révélation, que la limite de vitesse
n'est pas une caractéristique de la lumière, mais une caractéristique de la réalité, ouvre la porte à des questions encore plus vertigineuses, des questions que nous n'avons pas encore effleurées, et qui touchent à la nature même de l'espace, de la causalité et de l'information. Il existe dans les archives de la physique des expériences qui ressemblent à des tours de magie, des expériences si surprenantes dans leurs résultats qu'elles semblent défier la logique. Et parmi les plus célèbres de ces expériences, il y en a une qui a été réalisée pour la première fois en 1971 et qui a confirmé d'une manière spectaculaire que le temps se déforme réellement pour les objets en mouvement. Cette expérience porte les noms de ses auteurs, Hafele et Keating. Joseph Hafele et Richard Keating ont pris 4 horloges atomiques au césium, des instruments d'une précision extraordinaire capables de mesurer le temps à la nanoseconde près, et les ont embarqués dans des avions de ligne commerciaux. Pas des avions spéciaux, pas des jets militaires, des vols réguliers, avec des passagers ordinaires qui ne savaient probablement pas qu'il y avait à côté d'eux des horloges destinées à tester les prédictions d'Albert Einstein. Les horloges ont fait le tour du monde, certaines vers l'est, d'autres vers l'ouest. Et quand elles sont revenues, elles affichaient des temps différents de ceux des horloges restées au sol. Les différences étaient infimes, de l'ordre de quelques dizaines de nanosecondes, mais elles étaient mesurables. Et surtout, elles correspondaient exactement, avec une précision remarquable, aux prédictions de la relativité. Les horloges qui avaient voyagé vers l'est, dans le sens de la rotation de la Terre, et donc avec une vitesse totale plus grande par rapport au centre de masse du système solaire, avaient retardé. Elles affichaient moins de temps écoulé que les horloges restées au sol. Les horloges qui avaient voyagé vers l'ouest avaient avancé. C'était la première démonstration directe, tangible, macroscopique de la dilatation temporelle relativiste. Depuis cette expérience fondatrice, la dilatation du temps a été vérifiée des milliers de fois avec une précision croissante. Les satellites du système GPS, le Global Positioning System qui permet à votre téléphone de vous localiser à quelques mètres près, en fournissent la preuve la plus quotidienne. Chaque satellite GPS orbite à environ 20 000 km d'altitude et se déplace à environ 14 000 km par heure. À cette vitesse, la dilatation temporelle relativiste fait retarder les horloges des satellites d'environ 7 microsecondes par jour par rapport aux horloges au sol. 7 microsecondes, ça semble dérisoire. Mais la lumière parcourt environ 2 km en 7 microsecondes, ce qui signifie que sans correction relativiste, votre GPS accumulerait une erreur de positionnement d'environ 10 km par jour. En une semaine, votre téléphone vous indiquerait que vous êtes dans un autre pays. Les ingénieurs qui ont conçu le GPS ont dû intégrer les corrections relativistes dans le logiciel des satellites. Chaque seconde, les horloges atomiques à bord sont ajustées pour compenser l'effet de la vitesse et de la gravité sur l'écoulement du temps. C'est une application pratique, quotidienne, banale, de la relativité d'Einstein. Chaque fois que vous utilisez une application de navigation sur votre téléphone, vous utilisez, sans le savoir, les conséquences directes du fait que le temps n'est pas absolu. Mais ces effets, aussi réels et mesurables soient-ils, restent minuscules à nos vitesses quotidiennes. Les satellites GPS se déplacent à 14 000 km par heure, ce qui est environ 46 millièmes de 1% de la vitesse de la lumière. Une fraction ridicule. Les avions de Hafele et Keating allaient encore plus lentement. Pour voir les effets vraiment spectaculaires de la relativité, il faut aller beaucoup plus vite. Et c'est dans les accélérateurs de particules que ces effets deviennent stupéfiants. Au CERN, dans le LHC que nous avons mentionné précédemment, les physiciens travaillent quotidiennement avec des particules dont le temps propre est radicalement différent du nôtre. Prenons l'exemple du muon, cette particule subatomique semblable à l'électron, mais environ 207 fois plus massive. Le muon est instable. Il se désintègre naturellement, avec une demi-vie d'environ 2,2 microsecondes, ce qui signifie que, créé au repos, un muon disparaîtrait en quelques millionièmes de seconde. En ce laps de temps, même en voyageant à la vitesse de la lumière, il ne pourrait parcourir que 660 mètres. Or, les muons sont créés naturellement quand les rayons cosmiques frappent la haute atmosphère terrestre, à environ 15 km d'altitude. Et pourtant,
ces muons sont détectés au sol. Ils parcourent 15 km, alors qu'ils ne devraient pouvoir en parcourir que 0,66 avant de se désintégrer. Comment est-ce possible? La réponse est la dilatation temporelle. Ces muons cosmiques voyagent à environ 99,94% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, le facteur de Lorentz est d'environ 29, ce qui signifie que le temps, du point de vue du muon, s'écoule 29 fois plus lentement que pour un observateur au sol. Du point de vue du muon, il ne vit toujours que 2,2 microsecondes. Mais pendant ces 2,2 microsecondes de temps propre, le temps terrestre avance de 64 microsecondes. Et en 64 microsecondes à 99,94% de la vitesse de la lumière, le muon parcourt environ 19 km, largement assez pour atteindre le sol. Il y a une autre façon de voir le même phénomène, tout aussi valide et tout aussi déconcertante. Du point de vue du muon, ce n'est pas le temps qui ralentit, c'est l'espace qui se contracte, c'est la contraction des longueurs, le troisième effet majeur de la relativité restreinte, celui dont on parle le moins, mais qui est tout aussi fondamental. Du point de vue du muon, la distance entre la haute atmosphère et le sol n'est pas de 15 km. Elle est contractée par le facteur de Lorentz, réduite à environ 520 mètres. Et 520 mètres, c'est une distance que le muon peut parcourir avant de se désintégrer, même selon sa propre horloge. Les deux descriptions, la dilatation du temps vue depuis la Terre et la contraction des longueurs vues depuis le muon, sont parfaitement cohérentes entre elles. Elles donnent le même résultat physique, c'est la beauté et la terreur de la relativité. Le temps et l'espace ne sont pas des entités séparées et fixes. Ils sont interconnectés, malléables, dépendants du mouvement de l'observateur. Ce qui est du temps pour l'un est de l'espace pour l'autre. Ce qui est une distance pour l'un est une durée pour l'autre. L'espace et le temps sont les composantes d'une seule entité, l'espace-temps. Et la façon dont cette entité se décompose, en espace d'un côté et en temps de l'autre, dépend de votre état de mouvement. Et cette interchangeabilité entre espace et temps est profondément liée à la limite de la vitesse de la lumière. Parce que la vitesse de la lumière est précisément le facteur de conversion entre l'espace et le temps. C'est le taux de change, si vous voulez, entre les mètres et les secondes. Un mètre d'espace est équivalent à une certaine quantité de temps, et cette quantité est déterminée par la vitesse de la lumière. C'est pour cela que les physiciens mesurent souvent les distances en unités de temps. Une année-lumière n'est pas une unité de temps, c'est une unité de distance. C'est la distance que la lumière parcourt en un an, soit environ 9461 milliards de kilomètres. Mais le fait même qu'on puisse définir une distance en termes de temps montre à quel point ces deux concepts sont entrelacés. Maintenant, avec tout cela en tête, passons à quelque chose de radicalement différent et infiniment plus violent. Parce que les conséquences de la vitesse de la lumière ne se limitent pas à des horloges qui retardent et des muons qui survivent plus longtemps que prévu. Il y a un aspect de cette physique qui est rarement abordé dans les documentaires grand public, mais qui est absolument central pour comprendre pourquoi la barrière de la lumière est si fondamentale. Cet aspect concerne l'énergie, et pas n'importe quelle énergie. L'énergie cinétique a des vitesses relativistes. Quand un objet se déplace à des vitesses proches de celles de la lumière, son énergie cinétique dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer dans notre expérience quotidienne. Prenons un exemple concret et terrifiant. Imaginez un grain de sable. Un simple grain de sable d'une masse d'environ 1 mg, soit 1/1000 de kilogramme. C'est un objet insignifiant. Vous pourriez en tenir des millions dans le creux de votre main. Maintenant, imaginez ce grain de sable voyageant à 99,9% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, l'énergie cinétique de ce grain de sable serait d'environ 1,4 fois 10 puissance 9 joules. C'est l'équivalent d'environ 340 kg de TNT. Un grain de sable, 340 kg d'explosifs. Si ce grain de sable percutait un vaisseau spatial, il le traverserait avec la force d'une petite bombe. Et ce n'est qu'un grain de sable. À 99,99999% de la vitesse de la lumière, l'énergie de ce même grain de sable grimperait à des niveaux équivalents à plusieurs dizaines de tonnes de TNT.
un grain de sable qui frappe avec la force d'une charge militaire. Et à 99,999999999%, on entre dans le domaine des kilotonnes. Un grain de sable avec l'énergie d'une petite bombe nucléaire. Cette réalité a des implications terrifiantes pour tout voyage interstellaire hypothétique, même à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière. L'espace interstellaire n'est pas vide. Il contient de la poussière, du gaz, des particules errantes. En moyenne, il y a environ un atome d'hydrogène par centimètre cube dans le milieu interstellaire. Ça semble vide, ça semble négligeable, mais à des vitesses relativistes, chaque atome d'hydrogène devient un projectile mortel. Un vaisseau voyageant à 50% de la vitesse de la lumière, soit 150 000 km par seconde, balayerait environ 15 milliards d'atomes d'hydrogène par centimètre carré de surface frontale et par seconde. Chacun de ces atomes frapperait la coque avec une énergie de plusieurs centaines de mégaélectronvolts. L'effet cumulé serait comparable à un bombardement continu de radiation intense. La surface du vaisseau serait érodée, chauffée, irradiée. Les atomes d'hydrogène, en frappant la coque à ces vitesses, produiraient des rayons gamma, la forme la plus mortelle de radiation électromagnétique. L'équipage, sans un blindage d'une épaisseur colossale, serait irradié à mort en quelques heures. À 90% de la vitesse de la lumière, la situation devient apocalyptique. L'énergie de chaque atome d'hydrogène percutant la coque serait comparable à celle d'un rayon cosmique de haute énergie. L'avant du vaisseau serait transformé en une fournaise de radiation. La pression de radiation exercée sur la surface frontale serait si intense qu'elle contribuerait à freiner le vaisseau. Et les cascades de particules secondaires créées par ces impacts produiraient un cocktail de radiation mortelle. Neutrons, pions, muons, rayons gamma, chacun capable de pénétrer plusieurs mètres de blindage métallique. Ceci n'est pas de la science-fiction, ce sont des calculs directs, réalisables avec les équations de la physique des particules que nous utilisons quotidiennement dans les accélérateurs. La réalité est que même si nous pouvions résoudre le problème de l'énergie, même si un miracle technologique nous permettait d'accélérer un vaisseau à une fraction significative de la vitesse de la lumière, le milieu interstellaire lui-même deviendrait une arme dirigée contre nous. L'espace, que nous imaginons comme un vide paisible et silencieux, se transformerait en un enfer de particules à haute énergie. Et ce n'est pas le seul problème. Il y a la question de la décélération. Pour atteindre une étoile lointaine, il ne suffit pas d'accélérer, il faut aussi freiner. Et freiner depuis une vitesse relativiste demande exactement autant d'énergie qu'accélérer. Ce qui signifie que l'énergie totale du voyage est au minimum le double de celle nécessaire pour atteindre la vitesse de croisière. Et si vous voulez revenir, c'est le quadruple. Les ingénieurs qui ont réfléchi sérieusement au voyage interstellaire, dans le cadre du projet Daedalus des années 1970 ou du projet Longshot des années 1980, tous deux développés par la British Interplanetary Society, ont conclu que même avec les technologies les plus avancées envisageables, un voyage vers l'étoile de Barnard, à environ 6 années-lumière, prendrait au minimum 50 ans avec un vaisseau propulsé par fusion nucléaire, voyageant à environ 12% de la vitesse de la lumière. 50 ans pour parcourir 6 années-lumière. Et le vaisseau lui-même aurait une masse de plusieurs dizaines de milliers de tonnes, dont la grande majorité serait constituée de carburant. Le projet Daedalus, qui était probablement l'étude la plus sérieuse et la plus détaillée jamais réalisée sur le sujet, prévoyait un vaisseau de 54 000 tonnes, dont 50 000 tonnes de carburant, propulsé par 250 capsules de fusion nucléaire détonnant chaque seconde pendant 4 ans. La poussée serait fournie par l'éjection de plasma à des vitesses fantastiques, et tout cela pour atteindre 12% de la vitesse de la lumière. Pas 50%, pas 80%, 12%, et sans possibilité de décélération à l'arrivée. Le vaisseau traverserait le système de l'étoile de Barnard à 12% de la vitesse de la lumière, aurait quelques heures pour prendre des mesures pendant le survol, puis continuerait dans le vide interstellaire pour toujours. Ces projets, aussi ambitieux soient-ils, restent des exercices théoriques qui montrent à quel point même les voyages subluminiques, bien en dessous de la vitesse de la lumière, sont des défis colossaux.
et il nous rappelle que la barrière de la lumière n'est pas une limitation abstraite qui n'affecte que les physiciens théoriciens. C'est une contrainte concrète, physique, violente, qui transforme l'espace interstellaire en un environnement fondamentalement hostile pour toute forme de voyage. L'énergie, la masse, le temps, l'espace, la radiation, la poussière cosmique, tout conspire, tout s'aligne. Comme si l'univers avait empilé obstacle sur obstacle, verrouillé porte après porte, pour s'assurer que cette limite ne serait jamais franchie. Et les obstacles ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils sont interconnectés, entrelacés, chacun renforçant les autres dans une architecture de contraintes qui semble presque délibérée. Mais ce que nous avons exploré jusqu'ici, aussi intimidant soit-il, n'est que la face visible du problème. La face mécanique, physique, quantifiable. Il y a sous cette surface une couche plus profonde, plus fondamentale, qui touche à la nature même de la causalité et de la logique. Et c'est cette couche qui transforme l'impossibilité du voyage supraluminique d'une simple contrainte énergétique en une impossibilité logique absolue. Quelque chose qui ne peut pas être contourné, non pas parce que c'est difficile, mais parce que cela mènerait à des contradictions logiques irréductibles. L'univers ne protège pas seulement sa limite de vitesse, il protège quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il protège la causalité elle-même, l'ordre dans lequel les choses se produisent, le fait que les causes précèdent les effets. Et c'est dans cette protection que se cache peut-être la raison la plus profonde pour laquelle nous ne voyagerons jamais plus vite que la lumière. En 1987, une étoile a explosé dans le grand nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée à environ 168 000 années-lumière de la Terre. Cette explosion, cataloguée sous le nom de SN 1987A, a été la supernova la plus proche observée depuis l'invention du télescope. En l'espace de quelques secondes, cette étoile mourante a libéré plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute son existence de 10 milliards d'années. L'essentiel de cette énergie n'a pas été émis sous forme de lumière. Elle a été émise sous forme de neutrinos, ces particules fantômes qui traversent la matière comme si elles n'existaient pas. Et ces neutrinos sont arrivés sur Terre environ 3 heures avant la lumière visible de l'explosion. Ce détail a provoqué un frisson dans la communauté scientifique. Pendant quelques jours, certains se sont demandé si les neutrinos avaient voyagé plus vite que la lumière. Si la barrière ultime avait été brisée, silencieusement, dans les profondeurs de l'espace, par ces particules presque immatérielles. Mais l'analyse détaillée a montré que ce n'était pas le cas. Les neutrinos n'avaient pas voyagé plus vite. Ils avaient simplement été émis avant la lumière. Dans le cœur de l'étoile mourante, les neutrinos se sont échappés presque instantanément, traversant les couches externes de l'étoile sans interaction. La lumière, elle, a mis plusieurs heures à se frayer un chemin à travers la matière dense de l'enveloppe stellaire en expansion. Les neutrinos avaient pris de l'avance, pas de la vitesse. Cet épisode illustre parfaitement la sensibilité de la communauté scientifique sur cette question. Chaque fois qu'une expérience semble remettre en cause la limite de la vitesse de la lumière, les physiciens se mobilisent, vérifient, recalculent et invariablement, la limite tient bon. En 2011, une expérience au CERN a fait la une des journaux du monde entier quand l'équipe Opera a annoncé avoir mesuré des neutrinos voyageant 60 nanosecondes plus vite que la lumière sur un trajet de 730 km entre Genève et le laboratoire du Gran Sasso en Italie. La communauté scientifique a réagi avec un mélange d'excitation et de scepticisme profond. Les physiciens savaient que si ce résultat était correct, c'était la totalité de la physique moderne qui s'effondrait. La relativité, le modèle standard, la cosmologie, tout devait être repensé. Pendant des mois, les expériences ont été reproduites, les données analysées, les systèmes vérifiés. Et finalement, la source de l'erreur a été identifiée. Un câble à fibre optique mal connecté et une horloge de référence dont la synchronisation était défaillante. Une fois les corrections apportées, les neutrinos voyageaient exactement à la vitesse attendue. La limite de la vitesse de la lumière avait survécu à une nouvelle attaque. Ces épisodes ne sont pas des anecdotes, ils sont révélateurs de quelque chose de profond. La vitesse de la lumière a été testée, attaquée,
remise en question par les meilleurs esprits de la planète pendant plus d'1 siècle. Et elle a résisté à chaque assaut. Pas un seul résultat expérimental confirmé n'a jamais montré un objet massif voyageant plus vite que la lumière. Pas un seul. Dans toute l'histoire de la physique expérimentale, c'est un bilan parfait, immaculé, sans exception. Et en science, quand une loi résiste à un siècle de tests sans la moindre faille, elle acquiert un statut quasi sacré. Mais pourquoi cette limite provoque-t-elle une telle anxiété chez les physiciens à chaque fois qu'elle semble menacée ? Ce n'est pas simplement une question de fierté intellectuelle ou de protection des théories existantes. C'est parce que les conséquences d'une violation de cette limite seraient vraiment catastrophiques pour la cohérence logique de l'univers. Et c'est ici que nous abordons le mécanisme le plus terrifiant de tous, le lien entre la vitesse de la lumière et la causalité. La causalité arrête le principe selon lequel les causes précèdent les effets. Vous frappez une balle, puis la balle se déplace. Vous allumez une allumette, puis le feu s'allume. Vous dites un mot, puis votre interlocuteur l'entend. Toujours dans cet ordre, jamais l'inverse. Ce principe semble si évident, si fondamental, qu'il est difficile d'imaginer un univers où il ne s'appliquerait pas. Et pourtant, la relativité restreinte montre que si un objet ou un signal pouvait voyager plus vite que la lumière, la causalité serait violée. Les effets pourraient précéder les causes. Le futur pourrait influencer le passé. Et cela ne serait pas une curiosité théorique, ce serait un effondrement logique complet. Voici comment cela fonctionnerait. En relativité restreinte, la simultanéité est relative. 2 événements qui sont simultanés pour un observateur ne le sont pas pour un autre observateur en mouvement par rapport au premier. Plus la vitesse relative entre les 2 observateurs est grande, plus le décalage temporel est important. Mais tant que rien ne dépasse la vitesse de la lumière, il y a une structure qui est préservée. L'ordre causal des événements connectés causalement est le même pour tous les observateurs. Si un événement A cause un événement B, alors tous les observateurs, quel que soit leur état de mouvement, verront A se produire avant B. C'est garanti par la structure géométrique de l'espace-temps, par ce qu'on appelle le cône de lumière. Le cône de lumière est un concept central en relativité. Pour tout événement donné, le cône de lumière délimite les régions de l'espace-temps qui peuvent être causalement connectées à cet événement. Le cône de lumière futur contient tous les événements qui pourraient être affectés par l'événement original, c'est-à-dire tous les points de l'espace-temps qu'un signal, voyageant à la vitesse de la lumière, ou moins, pourrait atteindre. Le cône de lumière passé contient tous les événements qui auraient pu causer l'événement original. Et en dehors du cône de lumière se trouvent les événements qui ne sont causalement connectés en aucune façon, trop éloignés dans l'espace pour qu'un signal lumineux ait pu les relier. Tant que rien ne dépasse la vitesse de la lumière, les cônes de lumière fournissent une structure causale cohérente. L'intérieur du cône de lumière est le domaine de la causalité. L'extérieur est le domaine de l'indépendance causale. Et la surface du cône, qui correspond exactement à la vitesse de la lumière, est la frontière entre les deux. Maintenant, imaginez qu'un signal puisse voyager plus vite que la lumière. Ce signal sortirait du cône de lumière. Il atteindrait des régions de l'espace-temps qui sont, dans la structure normale de la relativité, causalement déconnectées de son point d'origine. Et voici où la catastrophe se produit. Pour certains observateurs en mouvement, ce signal supraluminique semblerait voyager dans le temps. Pas vers le futur, vers le passé. Ce n'est pas une spéculation. C'est une conséquence mathématique directe des transformations de Lorentz. Si un signal voyage plus vite que la lumière dans un référentiel, alors il existe nécessairement un autre référentiel, en mouvement par rapport au premier, dans lequel ce signal arrive avant d'être émis. L'effet précède la cause. La réponse précède la question. Le message arrive avant d'être envoyé. Et cela ouvre la porte aux paradoxes temporels les plus célèbres et les plus destructeurs de la physique. Le plus connu est le paradoxe du grand-père, ou sa version plus technique, le paradoxe de la boucle causale. Si vous pouvez envoyer un message dans le passé, vous pouvez envoyer un message qui empêche l'envoi du message original. Si la réponse arrive avant la question n'a aucune raison d'être posée. Et si la question n'est pas posée, la réponse n'existe pas. Et si la réponse n'existe pas,
la question n'a pas été empêchée. Et si la question n'a pas été empêchée, elle est posée. Et la boucle recommence, sans fin, sans résolution. Ce n'est pas un problème philosophique abstrait, c'est un problème logique fondamental. Une contradiction logique dans les lois de la physique signifie que ces lois sont incohérentes. Et des lois de la physique incohérentes signifie que l'univers lui-même est incohérent, ce qui, par définition, est impossible pour un univers qui existe. Certains physiciens ont tenté de contourner ce problème en proposant des mécanismes de protection de la chronologie. Stephen Hawking a formulé ce qu'il a appelé la conjecture de protection chronologique, qui stipule que les lois de la physique conspireront toujours pour empêcher les boucles temporelles. Selon cette conjecture, même si la relativité générale autorise théoriquement certaines solutions avec des courbes temporelles fermées, comme la solution de Gödel ou les trous de verre traversables, d'autres aspects de la physique, probablement liés à la mécanique quantique et à la gravité quantique, empêcheront toujours ces solutions de se réaliser dans la pratique. Mais la conjecture de Hawking est exactement cela, une conjecture. Elle n'a jamais été prouvée. Et le fait même que les plus grands physiciens du monde se sentent obligés de postuler une telle conjecture montre à quel point le lien entre la vitesse de la lumière et la causalité est profond et préoccupant. Maintenant, poussons cette analyse plus loin en explorant les phénomènes cosmiques les plus violents connus et en voyant comment ils se rapportent à la barrière de la lumière. Les sursauts de rayons gamma, les GRB pour Gamma Ray Bursts, sont les événements les plus puissants de l'univers après le Big Bang lui-même. Un sursaut de rayons gamma typique libère en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil n'en émettra en 10 milliards d'années. Certains sursauts sont si puissants qu'ils libèrent l'équivalent de plusieurs masses d'atomes solaires convertis intégralement en énergie selon E égale mc au carré. En quelques secondes, le sursaut GRB 0809116C, détecté le 16 septembre 2008 par le télescope spatial Fermi, a libéré une énergie estimée à environ 8,8 x 10 puissance 47 joules. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est l'équivalent de l'énergie de 9000 supernovas combinées, concentrées en un flash de quelques dizaines de secondes. Ce sursaut s'est produit à environ 12,2 milliards d'années-lumière de la Terre. La lumière que nous avons détectée a voyagé pendant 12,2 milliards d'années avant d'atteindre nos instruments. Elle a été émise quand l'univers avait moins d'un cinquième de son âge actuel. Ce qui rend les sursauts de rayons gamma pertinents pour notre sujet, c'est la physique de leurs jets. Les GRB sont produits par l'effondrement d'étoiles massives ou la fusion d'étoiles à neutrons, et ils éjectent de la matière dans des jets étroits à des vitesses extrêmement proches de la lumière. Ces jets peuvent atteindre des facteurs de Lorentz de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, ce qui signifie que la matière dans ces jets se déplace à 99,999% de la vitesse de la lumière ou plus. Et voici le phénomène fascinant. À cause de la vitesse relativiste de ces jets, un effet appelé mouvement superluminique apparent se produit. Vu depuis la Terre, les composantes de ces jets semblent se déplacer plus vite que la lumière. Ce n'est pas un voyage supraluminique réel, c'est une illusion géométrique causée par le fait que le jet se déplace presque aussi vite que la lumière qu'il émet, dans une direction qui le rapproche de l'observateur. Le jet rattrape presque sa propre lumière, ce qui comprime l'intervalle de temps apparent entre les observations successives et donne l'impression d'un mouvement supraluminique. Ce phénomène a été observé dans de nombreuses sources astrophysiques, notamment les jets des quasars et des noyaux actifs de galaxies. Le quasar 3, C273, l'un des premiers quasars jamais découverts, possède un jet dont les composantes semblent se déplacer à environ 7 fois la vitesse de la lumière. Le blazar P KS080-5-07 affiche des mouvements apparents de plus de 40 fois la vitesse de la lumière. Mais dans chaque cas, les calculs montrent que la vitesse réelle de la matière est inférieure à la vitesse de la lumière, typiquement entre 99 et 99,99% de celle-ci. L'univers lui-même, dans ses manifestations les plus violentes et les plus énergétiques, ne viole jamais cette limite. Les explosions les plus titanesques,
les jets les plus rapides, les particules les plus énergétiques, tout reste en deçà de la barrière. Les rayons cosmiques de ultra haute énergie, ces particules solitaires qui frappent qu'à notre atmosphère avec l'énergie d'une balle de tennis servie par un joueur professionnel concentré dans un seul proton, voyagent à des vitesses si proches de la lumière que la différence est négligeable, même avec les instruments les plus précis. Le rayon cosmique Oh My God, détecté le 15 octobre 1991 par le détecteur Fly's Eye dans le désert de l'Utah, avait une énergie de 3,2 fois 10 puissance 20 électronvolts. C'est l'énergie cinétique d'une balle de baseball lancée à environ 100 km/h, compressée dans une seule particule subatomique. À cette énergie, le proton se déplaçait à 99,9999999999999% de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'en une année de voyage, ce proton aurait pris un retard de seulement quelques nanomètres sur un photon de lumière. Quelques nanomètres sur une année complète de voyage. C'est une fraction si infime qu'elle dépasse l'entendement. Et pourtant, même ce proton, le projectile le plus rapide jamais détecté dans l'univers connu, n'a pas atteint la vitesse de la lumière. Il en est infiniment proche, mais il ne l'a pas atteinte. Et c'est ici que se pose une question vertigineuse. D'où vient l'énergie de ce proton ? Quel mécanisme cosmique a pu accélérer une seule particule à une énergie que le L, HC, avec toute sa puissance et ses 27 km de circonférence, ne pourrait même pas approcher? L'énergie du rayon cosmique Oh My God est environ 40 millions de fois, supérieure à l'énergie maximale atteinte par le LHC. 40 millions de fois. Quel accélérateur cosmique naturel pourrait faire cela? La réponse est que nous ne le savons pas avec certitude. Les candidats incluent les noyaux actifs de galaxies, ces trous noirs supermassifs entourés de disques d'accrétion incandescents qui émettent des jets de matière à des vitesses relativistes. Ils incluent aussi les ondes de choc des supernovas, les étoiles à neutrons en rotation rapide, et peut-être même des phénomènes encore inconnus. Mais quel que soit le mécanisme, il n'a pas réussi à pousser ce proton au-delà de la limite. Malgré une puissance cosmique inimaginable, malgré des milliards d'années d'accélération potentielle, malgré les forces les plus brutales que l'univers peut déployer, la barrière a tenu. Il y a aussi la question troublante de ce qui arrive à ces particules ultra rapides quand elles traversent l'espace. À de telles vitesses, le rayonnement cosmique de fond, cette lueur résiduelle du Big Bang qui baigne tout l'univers à une température de 2,7 Kelvin, n'est plus un murmure inoffensif. Pour un proton voyageant à 99,999999% de la vitesse de la lumière, les photons du fond diffus cosmologique sont décalés vers le bleu par l'effet Doppler, relativiste au point de devenir des rayons gamma de haute énergie. Et ces rayons gamma ont assez d'énergie pour interagir avec le proton et produire des pions, des particules subatomiques qui emportent une partie de l'énergie du proton, le ralentissant progressivement. C'est ce qu'on appelle la limite GZK, du nom des physiciens Greisen, Zatsepin et Kuzmin, qui l'ont prédite en 1966. Selon cette limite, les protons d'énergie supérieure à environ 5 fois 10 puissance 19 électronvolts ne peuvent pas voyager sur des distances supérieures à environ 160 millions d'années-lumière sans perdre leur énergie par interaction avec le fond diffus cosmologique. Ce qui signifie que le rayon cosmique Oh My God, avec son énergie de 3,2 fois 10 puissance 20 électronvolts, devrait provenir d'une source relativement proche à l'échelle cosmique. Et pourtant, aucune source évidente n'a été identifiée dans la direction d'où il venait. Un mystère de plus. Un mystère qui reste ouvert. L'univers, dans ses manifestations les plus extrêmes, joue un jeu étrange. Il crée des particules d'une énergie inimaginable, les propulse à des vitesses indiscernables de la vitesse de la lumière, mais ne leur permet jamais, jamais de franchir cette dernière frontière. Et quand ces particules s'approchent trop de la limite, l'univers lui-même les freine, par le fond diffus cosmologique, par la production de pions, par la perte d'énergie radiative. Comme un gardien vigilant
qui s'assure que la règle n'est jamais enfreinte, même dans les recoins les plus violents du cosmos. Et dans cette vigilance, dans cette protection obsessionnelle de la vitesse de la lumière, se cache un mystère qui dépasse la physique et entre dans le domaine de la métaphysique. Pourquoi l'univers protège-t-il si jalousement cette limite ? Qu'est-ce qui serait perdu si elle était violée ? La réponse standard, celle que nous avons explorée, est la causalité. Mais peut-être que la causalité elle-même n'est qu'un symptôme d'une structure plus profonde. Une structure que nous ne comprenons pas encore. Il y a une pensée qui, une fois qu'elle s'installe dans votre esprit, ne vous quitte plus. Une pensée qui commence comme une curiosité intellectuelle et qui finit par devenir un vertige existentiel. C'est la pensée de l'isolement cosmique. Nous vivons sur une planète qui orbite autour d'une étoile moyenne, dans un bras spiral périphérique d'une galaxie parmi 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable. L'univers observable. Ce terme est crucial parce qu'il implique qu'il existe un univers non observable, au-delà de l'horizon cosmologique, que nous ne pouvons pas voir et ne pourrons probablement jamais voir. L'univers observable a un rayon de 46,5 milliards d'années-lumière. C'est la distance maximale à laquelle la lumière a eu le temps de voyager depuis le Big Bang, en tenant compte de l'expansion de l'espace. Au-delà de cette sphère, il y a probablement plus d'univers, plus de galaxies, plus d'étoiles, peut-être à l'infini. Mais leur lumière ne nous a pas encore atteints. Et pour certaines régions, elle ne nous atteindra jamais, parce que l'expansion de l'espace les éloigne de nous plus vite que la lumière ne peut combler la distance. Oui, vous avez bien lu. L'expansion de l'espace peut éloigner des objets les uns des autres à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Et non, cela ne viole pas la relativité restreinte, parce que ce ne sont pas les objets qui se déplacent à travers l'espace plus vite que la lumière. C'est l'espace lui-même qui s'étire, qui se dilate, qui crée de la distance entre les objets. Les galaxies lointaines ne s'éloignent pas de nous en se déplaçant dans l'espace. Elles restent immobiles dans leur propre coin d'espace, mais l'espace entre elles et nous s'agrandit. Et il n'y a aucune limite à la vitesse à laquelle l'espace peut s'agrandir. Parce que l'espace n'est pas un objet, il n'a pas de masse, il n'est pas soumis à la barrière de la lumière. Cette distinction est fondamentale et elle est souvent mal comprise. La limite de la vitesse de la lumière s'applique au mouvement des objets et de l'information à travers l'espace. Elle ne s'applique pas à l'expansion de l'espace lui-même. Ce qui signifie que des galaxies au-delà d'une certaine distance, environ 14 milliards d'années-lumière dans les conditions actuelles d'expansion, s'éloignent de nous à des vitesses supérieures à celles de la lumière. La lumière qu'elles émettent aujourd'hui ne nous atteindra jamais. Elles sont perdues pour nous, pour toujours. Non pas parce qu'elles sont trop loin, au sens où nous pourrions les atteindre si nous avions assez de temps, mais parce que l'espace entre elles et nous grandit plus vite que la lumière ne peut le traverser. Elles ont franchi l'horizon des événements cosmologiques. Elles sont sorties de notre univers causal. Elles existent, probablement quelque part, mais elles sont aussi inaccessibles pour nous que si elles n'existeront pas. Et cette inaccessibilité ne fait qu'empirer avec le temps. L'expansion de l'univers s'accélère. C'est la découverte qui a valu le prix Nobel de physique en 2011 à Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess. En observant des supernovas lointaines de type 1A, utilisées comme chandelles standards pour mesurer les distances cosmiques, ils ont découvert que les supernovas les plus lointaines étaient plus faibles que prévu. Ce qui signifie qu'elles étaient plus éloignées que ce que les modèles d'un univers en décélération prédisaient. L'univers ne ralentissait pas son expansion, il l'accélérait. Quelque chose poussait les galaxies les unes des autres avec une force croissante. Ce quelque chose, nous l'avons appelé énergie sombre. Et nous ne savons pas ce que c'est. Nous savons qu'elle constitue environ 68% du contenu énergétique total de l'univers. Nous savons qu'elle exerce une pression négative, une sorte de gravité répulsive qui pousse l'espace à se dilater de plus en plus vite. Mais sa nature profonde nous échappe complètement. C'est peut-être la constante cosmologique qu'Einstein avait introduite dans ses équations, puis abandonnée en la qualifiant de plus grande erreur de sa carrière. C'est peut-être un champ quantique inconnu qui imprègne tout l'espace. C'est peut-être quelque chose de totalement différent, quelque chose que nous n'avons même pas les concepts pour imaginer.
Ce que nous savons, c'est que si l'expansion accélérée continue, et rien ne suggère qu'elle s'arrêtera, l'univers observable va rétrécir. Pas dans un avenir proche, pas dans 1 million d'années. Mais sur des échelles de temps cosmiques, les galaxies vont progressivement disparaître au-delà de notre horizon. Celles qui sont actuellement visibles à la périphérie de l'univers observable vont être emportées par l'expansion accélérée. Leur lumière va se décaler vers le rouge jusqu'à devenir indétectable. Elles vont s'estomper, s'assombrir et finalement disparaître de notre vue, une par une, comme des bougies soufflées par un vent cosmique. Dans environ 100 milliards d'années, selon les modèles cosmologiques actuels, toutes les galaxies en dehors de notre groupe local, c'est-à-dire en dehors de la Voie lactée et de ses quelques dizaines de compagnes gravitationnellement liées, auront franchi l'horizon cosmologique. Elles seront invisibles, inatteignables, effacées de notre ciel. Un astronome vivant dans cette époque lointaine, regardant le ciel avec les meilleurs instruments imaginables, ne verrait que sa propre galaxie, ou plutôt la galaxie géante résultant de la fusion de la Voie lactée et d'Andromède, flottant seule dans un vide infini et noir. Pas de galaxie lointaine, pas de fond diffus cosmologique, car celui-ci aura été dilué au-delà de toute détectabilité. Pas de trace du Big Bang, pas de preuve que l'univers a un jour été dense, chaud, rempli de lumière. Cet astronome du futur lointain n'aurait aucun moyen de savoir que l'univers s'étend. Aucun moyen de savoir qu'il y avait autrefois des milliards de galaxies dans le ciel. Aucun moyen de savoir que l'univers a commencé par une explosion. Il vivrait dans un univers qui ressemblerait exactement à ce que les scientifiques du XVIIIe siècle croyaient. Une seule île de matière dans un océan de vide éternel et statique. Toute l'histoire cosmique, tous les indices que nous avons patiemment assemblés au cours des siècles seraient effacés. Non pas détruits, mais rendus inaccessibles par l'expansion même de l'espace. Et c'est ici que la barrière de la vitesse de la lumière prend sa dimension la plus cruelle. Parce que non seulement nous ne pouvons pas voyager vers ces galaxies lointaines, mais bientôt, à l'échelle cosmique, nous ne pourrons même plus les voir. L'information elle-même, portée par la lumière, sera coupée. Les photons qui voyagent à la vitesse maximale autorisée par l'univers ne seront pas assez rapides pour lutter contre l'expansion de l'espace. La lumière elle-même, le messager le plus rapide possible, sera vaincue. Non pas par un obstacle physique, mais par la dilatation du médium dans lequel elle voyage. C'est comme essayer de traverser un pont qui s'allonge plus vite que vous ne marchez. Vous avancez, mais le pont grandit devant vous. Chaque pas que vous faites ajoute moins de distance parcourue que la distance qui se crée devant vous. Vous marchez pour toujours sans jamais arriver. Et la lumière, malgré sa vitesse colossale, subit le même sort face à l'expansion accélérée de l'univers. Réfléchissons maintenant à ce que cela signifie pour la question de la vie extraterrestre. Le paradoxe de Fermi, formulé par le physicien Enrico Fermi en 1950, pose une question simple et dévastatrice. Si l'univers est si vaste et si ancien, où sont les extraterrestres ? La Voie lactée seule contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. Le nombre total d'étoiles dans l'univers observable est estimé à environ 10 puissance 24, soit 1 million de milliards de milliards. Parmi ces étoiles, une fraction significative possède des planètes. Et parmi ces planètes, une fraction possède des conditions potentiellement compatibles avec la vie telle que nous la connaissons. Avec de tels nombres, la probabilité que la vie soit apparue ailleurs que sur Terre semble écrasante. Et si la vie est apparue, elle a eu des milliards d'années pour évoluer, pour devenir intelligente, pour développer la technologie. Certaines civilisations hypothétiques auraient eu un avantage de plusieurs milliards d'années sur nous. Elles auraient eu le temps de coloniser leur galaxie entière. Alors pourquoi ne les voyons-nous pas ? La barrière de la vitesse de la lumière fournit une réponse terrifiante dans sa simplicité. Peut-être que les extraterrestres existent. Peut-être qu'ils sont là, quelque part, dans cette immensité. Mais ils sont enfermés, comme nous, par les mêmes lois de la physique. Ils ne peuvent pas voyager plus vite que la lumière. Ils ne peuvent pas envoyer de signaux plus vite que la lumière. Même s'ils ont développé des technologies incompréhensiblement avancées, ils sont soumis aux mêmes contraintes fondamentales. Et les distances entre les étoiles, entre les galaxies,
sont si colossales que même à une fraction significative de la vitesse de la lumière, les temps de voyage se comptent en siècles, en millénaires, en millions d'années. La Voie lactée a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière. Même un vaisseau voyageant à 10% de la vitesse de la lumière mettrait 1 million d'années pour la traverser. 1 million d'années. Aucune civilisation connue n'a duré aussi longtemps. L'Homo sapiens existe depuis environ 300 000 ans. Les civilisations organisées depuis environ 10 000 ans. La science moderne depuis environ 400 ans. Maintenir un programme de colonisation galactique sur 1 million d'années est un défi qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir en termes d'organisation sociale, de stabilité politique, de continuité culturelle. Et c'est en supposant que la civilisation en question est dans notre propre galaxie. Si elle est dans une autre galaxie, les distances deviennent absurdes. Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. À 10% de la vitesse de la lumière, le voyage prendrait 25 millions d'années, dans un seul sens. La galaxie la plus proche en dehors du groupe local est à environ 12 millions d'années-lumière. À 10% de la vitesse de la lumière, 120 millions d'années de voyage. Et avec l'expansion accélérée de l'univers, ces distances ne font qu'augmenter. La barrière de la vitesse de la lumière transforme l'univers en un archipel infini d'îles isolées. Chaque système stellaire est une île. Chaque galaxie est un archipel. Et les océans entre eux sont si vastes que même les navires les plus rapides concevables ne peuvent les traverser dans une vie humaine, ni dans la vie d'une civilisation, ni peut-être dans la vie d'une espèce. C'est ce que certains cosmologistes appellent le grand isolement, l'idée que l'univers est peut-être grouillant de vie, rempli de civilisations brillantes et anciennes, mais que chacune d'entre elles est prisonnière de son propre coin d'espace-temps. Incapable de communiquer avec les autres autrement qu'en envoyant des bouteilles à la mer lumineuse qui mettront des millénaires ou des millions d'années à arriver, et dont les réponses mettront tout autant de temps à revenir. Un dialogue cosmique dont chaque échange dure plus longtemps que la plupart des civilisations. Et il y a une couche supplémentaire d'ironie cosmique dans tout cela. Même si nous recevions un signal d'une civilisation extraterrestre située à 1000 années-lumière, ce signal aurait été émis il y a 1000 ans. La civilisation qui l'a envoyé pourrait avoir disparu depuis des siècles. Et notre réponse leur parviendrait dans 1000 ans, quand notre propre civilisation aura peut-être disparu à son tour. Nous parlerions à des fantômes, et ils parleraient à des fantômes. Deux échos qui se croisent dans le vide, chacun portant le souvenir d'un monde qui n'existe peut-être plus. C'est la solitude cosmique dans sa forme la plus pure. Non pas l'absence de compagnie, mais l'impossibilité de la communion. L'univers nous montre ses merveilles, mais ne nous permet pas de les toucher. Il nous envoie la lumière des étoiles, mais nous interdit d'y aller. Il nous murmure l'existence possible d'autres mondes habités, mais ne nous laisse aucun moyen de les rejoindre dans un délai raisonnable. Et cette prison est parfaite. Elle n'a pas de faille, pas de porte dérobée, pas de tunnel secret. La vitesse de la lumière est gardée par le temps qui se dilate, par la masse qui diverge, par l'énergie qui tend vers l'infini, par la causalité qui s'effondrerait si la barrière était franchie. 4 gardiens, 4 mécanismes, 4 raisons indépendantes et pourtant interconnectées, pour lesquelles cette limite est absolue. Et face à cette prison, la philosophie humaine oscille entre 2 réponses. La première est le désespoir. L'idée que nous sommes condamnés à vivre et à mourir sur notre petit rocher, ou au mieux dans notre petit coin de galaxie, sans jamais connaître les vastes étendues de l'univers. La seconde est l'émerveillement. L'idée que même depuis notre prison, nous pouvons voir les étoiles, analyser leur lumière, comprendre leur composition, mesurer leur distance, calculer leur âge. Nous pouvons, avec notre esprit seul, sans jamais quitter notre planète, appréhender l'univers dans toute sa splendeur et sa terreur. Mais il reste une question ouverte, peut-être la plus troublante de toutes. Est-ce que la barrière de la vitesse de la lumière est vraiment absolue? Ou est-ce que notre compréhension actuelle de la physique est simplement incomplète? La relativité générale et la mécanique quantique, les 2 piliers de la physique moderne, sont incompatibles entre elles à certaines échelles.
Et tant qu'une théorie unifiée n'a pas été formulée, tant que la gravité quantique reste un mystère, il est possible, concevable, que notre compréhension de la vitesse de la lumière soit elle aussi incomplète. Peut-être pas fausse, mais peut-être partielle. Certaines théories spéculatives, comme la métrique d'Alcubierre, proposent que des moyens théoriques de contourner la barrière sans la violer. En déformant l'espace-temps autour d'un vaisseau, en comprimant l'espace devant et en dilatant l'espace derrière, il serait théoriquement possible de déplacer la bulle d'espace-temps contenant le vaisseau à n'importe quelle vitesse, tandis que le vaisseau lui-même reste immobile à l'intérieur de sa bulle. Le vaisseau ne se déplacerait pas à travers l'espace plus vite que la lumière. C'est l'espace qui se déplacerait autour du vaisseau. Comme un surfeur sur une vague. Le surfeur ne nage pas vite, c'est la vague qui le porte. Mais la métrique d'Alcubierre, proposée par le physicien mexicain Miguel Alcubierre en 1994, nécessite de l'énergie négative, une forme d'énergie qui n'a jamais été observée en quantité macroscopique et dont l'existence même est disputée. Les calculs originaux montraient qu'il faudrait une quantité d'énergie négative équivalente à la masse de Jupiter, convertie en énergie pour créer une bulle de la taille d'un vaisseau spatial. Des travaux ultérieurs ont réduit cette exigence, mais elle reste astronomique et hypothétique. Et même si la bulle pouvait être créée, les problèmes de causalité que nous avons explorés refont surface. Une bulle de distorsion supraluminique permettrait en théorie de construire des boucles temporelles, ce qui nous ramène aux paradoxes logiques fondamentaux. Le mystère reste ouvert. La porte reste fermée. Et nous restons de ce côté. Il y a un moment, dans toute exploration intellectuelle, où les fils se rassemblent, où les éléments dispersés, les paradoxes, les chiffres, les phénomènes, les questions sans réponse, convergent vers une seule image. Ce moment est arrivé. Nous avons traversé un paysage immense au cours de cette exploration. Nous avons vu comment le temps lui-même se rebelle contre nos tentatives de vitesse, se dilatant, ralentissant, nous enfermant dans un présent étiré, où chaque seconde de notre expérience correspond à des heures, des jours, des années, pour ceux que nous laissons derrière nous. Nous avons vu comment la masse se retourne contre nous, croissant sans limite, transformant nos vaisseaux en monstres gravitationnels, qui dévorent l'énergie de l'univers sans jamais être rassasiés. Nous avons vu comment l'espace interstellaire, ce vide apparent, se transforme en un mur de radiation et de particules mortelles dès que nous osons le traverser trop vite. Nous avons vu comment la causalité, l'ordre même des causes et des effets, s'effondrerait si nous franchissions la barrière, ouvrant la porte à des paradoxes logiques qui rendent l'univers incohérent. Et nous avons vu comment l'expansion accélérée de l'espace ajoute une couche supplémentaire d'isolement, emportant les galaxies lointaines au-delà de notre horizon, les effaçant de notre ciel, les rendant aussi inaccessibles que si elles n'avaient jamais existé. Chacun de ces mécanismes, pris isolément, suffirait à rendre le voyage supraluminique impossible. Mais ils ne sont pas isolés. Ils forment un réseau, une toile de contraintes interconnectées, chacune renforçant les autres. La dilatation du temps est liée à l'augmentation de la masse par le facteur de Lorentz. L'augmentation de la masse est liée à la divergence de l'énergie par la relation entre masse et énergie. La divergence de l'énergie est liée à l'impossibilité causale par la structure des cônes de lumière. Et l'expansion de l'espace est liée à la constante cosmologique, elle-même liée à la structure fondamentale du vide quantique. Tout est connecté, tout conspire, comme si l'univers avait tissé un filet dont chaque nœud est un verrou et chaque fil est une loi physique. Et c'est précisément cette interconnexion qui rend la barrière si absolue. Ce n'est pas un seul problème à résoudre. C'est un ensemble de problèmes qui se protègent mutuellement. Résolvez le problème de l'énergie et vous vous heurtez au problème de la masse. Contournez le problème de la masse et vous rencontrez le problème de la causalité. Esquivez le problème de la causalité et l'espace lui-même se dilate pour maintenir la barrière. Chaque porte que vous ouvrez révèle une autre porte, verrouillée plus solidement que la précédente. Il y a quelque chose de presque poétique dans cette architecture d'impossibilité. Comme si l'univers avait été conçu non pas pour nous frustrer, mais pour se protéger lui-même. La vitesse de la lumière n'est pas une limite arbitraire imposée à des voyageurs.
c'est le paramètre fondamental qui maintient la cohérence de la réalité. Sans cette limite, la causalité s'effondre. Sans la causalité, il n'y a pas de séquence temporelle. Sans séquence temporelle, il n'y a pas d'événement. Sans événement, il n'y a pas d'univers. La vitesse de la lumière n'est pas un mur dans l'univers. C'est un pilier de l'univers. Retirez-le et tout s'effondre. En ce sens, demander pourquoi nous ne pouvons pas voyager plus vite que la lumière est peut-être la mauvaise question. La bonne question serait peut-être pourquoi un univers dans lequel les voyages supraluminiques seraient impossibles ne pourrait-il pas exister? Et la réponse est peut-être que la cohérence logique elle-même, la possibilité que les choses aient un sens, que les causes produisent des effets, que le passé mène au présent et le présent au futur, dépend de l'existence d'une vitesse maximale finie. N'importe quelle vitesse maximale finie. Ce qui se trouve être dans notre univers, celle de la lumière. Il est intéressant de noter que la valeur exacte de la vitesse de la lumière n'est pas importante en soi. Ce qui est important, c'est qu'elle existe. Un univers où la vitesse maximale serait de 100 km par seconde ou de 1000 milliards de kilomètres par seconde fonctionnerait de la même façon, structurellement parlant. Les équations de la relativité auraient la même forme. Les contraintes seraient les mêmes. Seules les échelles changeraient. L'univers serait plus petit ou plus grand en termes pratiques, mais la prison serait la même. Toujours une vitesse maximale finie. Toujours une barrière asymptotique. Toujours l'infini qui se dresse entre vous et la limite. Cela suggère quelque chose de profond. La limitation n'est pas une propriété de la lumière. Ce n'est même pas une propriété de notre univers particulier. C'est peut-être une nécessité logique, une condition sine qua non pour l'existence de tout univers cohérent. Un univers sans vitesse maximale finie serait un univers où la causalité n'a pas de sens. Et un univers où la causalité n'a pas de sens n'est pas un univers, c'est du chaos, c'est du bruit, c'est rien. Et nous voilà face à une ironie cosmique d'une profondeur vertigineuse. L'univers doit nous emprisonner pour exister. Nous devons être limités pour être réels. La barrière de la vitesse de la lumière n'est pas une punition, c'est le prix de l'existence, c'est le compromis fondamental. Vous pouvez exister dans un univers cohérent, un univers où les choses ont un sens, où le temps s'écoule dans une direction, où les causes précèdent les effets, où la physique est prévisible et la réalité est stable. Ou vous pouvez avoir des voyages supraluminiques, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Il y a une façon de voir cette situation qui la rend moins cruelle et plus contemplative. Pensez à un aquarium. Un poisson dans un aquarium est limité par les parois de verre. Il ne peut pas explorer l'océan. Il ne peut pas visiter les récifs coralliens ou les abysses. Mais les parois qui l'emprisonnent sont aussi les parois qui maintiennent l'eau dans laquelle il respire. Sans les parois, pas de prison, mais pas d'eau non plus, pas de vie. Les parois sont à la fois la contrainte et la condition, la limite et le soutien. De même, la vitesse de la lumière est à la fois la paroi qui nous confine et la structure qui nous permet d'exister. Elle est la frontière que nous ne pouvons pas franchir et le fondement sur lequel notre réalité est construite. Et dans cette dualité réside peut-être la plus grande leçon que l'univers puisse nous enseigner. Nous avons l'habitude de penser en termes de problèmes et de solutions. C'est dans notre nature. C'est ce qui a fait de nous une espèce dominante sur cette planète. Chaque obstacle que nous avons rencontré, nous l'avons surmonté. La gravité nous empêchait de voler. Nous avons construit des avions. Les océans nous séparaient. Nous avons construit des navires. Les maladies nous tuaient. Nous avons développé des médicaments. Et cette trajectoire de victoire nous a donné une confiance, parfois arrogante, en notre capacité à surmonter tout obstacle. Mais la vitesse de la lumière est un obstacle d'une nature différente. Ce n'est pas un problème d'ingénierie. Ce n'est pas un défi technologique. C'est une limitation ontologique. Une limitation qui touche à la nature de ce qui est. Et face à ce type de limitation, l'ingéniosité humaine, aussi remarquable soit-elle, est impuissante. Non pas parce qu'elle n'est pas assez développée, mais parce que le problème n'est pas de l'ordre de ce que l'ingéniosité peut résoudre. C'est comme demander à quelqu'un de construire un triangle dont les angles intérieurs font plus de 180 degrés dans une géométrie euclidienne plane. Ce n'est pas difficile, c'est impossible, par définition, par construction, par
par la nature même de ce qu'est un triangle dans un espace plat. Aucune quantité de talent, d'effort ou de technologie ne changera cela. Ce n'est pas une limitation de nos moyens, c'est une limitation de la logique. Et cette réalisation, une fois pleinement intégrée, transforme notre relation avec l'univers. Non pas en la rendant plus triste, nécessairement, mais en la rendant plus honnête, plus humble, plus consciente de notre place réelle dans le schéma cosmique. Nous sommes une espèce extraordinaire. En quelques milliers d'années, nous sommes passés de cavernes à des stations spatiales. En quelques siècles, nous avons compris les lois fondamentales qui gouvernent l'univers, depuis les quarks jusqu'aux superclusters de galaxies. Nous avons envoyé des sondes au-delà de notre système solaire. Nous avons détecté des ondes gravitationnelles, ces frémissements du tissu de l'espace-temps causés par la collision de trous noirs à des milliards d'années-lumière. Nous avons photographié l'ombre d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie M87. Nous avons mesuré l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années avec une marge d'erreur de quelques dizaines de millions d'années. Nous avons fait tout cela depuis un point minuscule de l'espace, un grain de poussière cosmique en orbite autour d'une étincelle dans un océan de ténèbres. Et nous l'avons fait avec les seuls instruments que la nature nous a donnés. Un cerveau de 1,4 kg enfermé dans une boîte d'os. C'est extraordinaire, c'est miraculeux au sens littéral du terme. Mais ce même cerveau, ces mêmes instruments, cette même science qui nous a permis de comprendre l'univers, nous disent aussi, avec la même certitude, avec la même rigueur, avec la même honnêteté, que nous ne le traverserons jamais, que les étoiles resteront des points de lumière dans notre ciel, que les galaxies resteront des taches floues dans nos télescopes, que les mondes lointains resteront des données dans nos ordinateurs, des spectres analysés, des températures calculées, des atmosphères devinées, mais jamais des terres foulées par des pieds humains, jamais des ciels regardés par des yeux humains, jamais des airs respirés par des poumons humains. Du moins pas à l'échelle cosmique. Nous pourrions peut-être un jour atteindre les étoiles les plus proches, Proxima du Centaure, le système Alpha du Centaure, peut-être l'étoile de Barnard à 6 années-lumière, peut-être même quelques dizaines d'étoiles dans un rayon de quelques dizaines d'années-lumière. Des voyages de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles, dans des vaisseaux-mondes portant des générations d'humains à travers le vide. Des projets d'une ambition et d'une difficulté incommensurables, mais pas impossibles en principe. Pas interdits par les lois de la physique, simplement très, très, très difficiles. Mais au-delà de ce voisinage stellaire immédiat, l'univers nous est fermé. La galaxie entière nous est fermée en pratique. Les autres galaxies nous sont fermées absolument. Et avec le temps, même la lumière de ces galaxies nous sera fermée, emportée par l'expansion accélérée, effacée de notre horizon, perdue pour toujours. Et peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que les limites ne sont pas des punitions, mais des invitations. Des invitations à regarder plus attentivement ce qui est à notre portée, plutôt que de se lamenter sur ce qui ne l'est pas. Des invitations à apprécier la profondeur, plutôt que l'étendue. Des invitations à comprendre, plutôt qu'à conquérir. Car il y a une autre façon de voyager dans l'univers. Une façon qui ne nécessite pas de vaisseau, pas de carburant, pas de vitesse supraluminique. C'est le voyage de l'esprit, c'est le voyage de la compréhension. Quand un astrophysicien analyse le spectre lumineux d'une étoile à 10 000 années-lumière, il voyage vers cette étoile d'une certaine façon. Il touche cette étoile avec son intellect. Il connaît sa température, sa composition chimique, son âge, sa masse, sa luminosité, sa vitesse radiale, ses planètes. Il ne la visitera jamais physiquement, mais il la connaît, il la comprend. Et dans un sens profond, connaître quelque chose, c'est une forme de contact qui transcende la distance. L'univers nous a donné la lumière, pas la vitesse. Il nous a donné les yeux pour voir, mais pas les ailes pour aller. Et dans cette asymétrie, il y a une forme de grâce, parce que la lumière des étoiles les plus lointaines nous parvient, fidèlement, inlassablement, traversant les milliards d'années-lumière pour frapper nos rétines et nous raconter l'histoire de l'univers. Nous ne pouvons pas aller vers les étoiles, mais les étoiles viennent à nous, sous forme de lumière, sous forme d'information, sous forme de beauté. Il y a un dernier paradoxe que je voudrais vous laisser avant de terminer.
un paradoxe qui est peut-être le plus beau de tous. La vitesse de la lumière est la limite ultime, infranchissable, absolue, et pourtant, il y a un sens dans lequel cette limite est sans conséquence. Parce que du point de vue de la lumière elle-même, du point de vue d'un photon voyageant à la vitesse de la lumière, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de voyage. Un photon, émis par une étoile à 10 milliards d'années-lumière et absorbé par votre rétine ce soir, n'a pas voyagé pendant 10 milliards d'années. Du point de vue du photon, il n'y a pas eu de voyage du tout. L'émission et l'absorption sont le même événement, le même instant, le même lieu, en un certain sens. Ce qui signifie que dans le référentiel de la lumière, l'univers n'a pas de taille. Il est un seul point, où tout est partout et toujours est maintenant. La distance, cette chose immense et terrifiante qui nous sépare des étoiles, n'existe pas pour la lumière. Elle est une illusion de notre perspective. Une illusion créée par le fait que nous avons une masse, que nous sommes prisonniers du temps, que nous sommes faits de matière. La lumière, elle, est libre. Elle est partout à la fois. Elle touche toute chose instantanément, de son propre point de vue. Et nous, créatures de masse et de temps, nous vivons dans l'ombre de cette liberté, captifs d'une réalité que nous n'avons pas choisie, mais que nous commençons à comprendre. Et peut-être que c'est le vrai voyage. Non pas le déplacement des corps à travers l'espace, mais l'élévation de l'esprit à travers la compréhension. Peut-être que nous ne sommes pas destinés à voyager dans les étoiles avec nos vaisseaux. Peut-être sommes-nous destinés à les atteindre avec nos idées. Et peut-être que cette destination-là, ce rivage intellectuel lointain où la compréhension totale nous attend, est infiniment plus vaste et plus riche que tous les mondes physiques combinés. La nuit tombe, les étoiles apparaissent, chacune est un soleil, chacune est peut-être entourée de mondes, chacune est inatteignable, mais chacune est visible. Et dans cette visibilité, dans cette lumière qui nous parvient malgré les distances insondables, malgré les milliards d'années de voyage, malgré l'expansion de l'espace et la courbure du temps, il y a un cadeau que l'univers nous fait, malgré toutes ses barrières, malgré toutes ses limites, malgré toutes ses lois. Le cadeau de savoir que nous ne sommes pas tout, le cadeau de savoir qu'il existe quelque chose d'immensément plus grand que nous, et le vertige de ne pas savoir si nous comprendrons un jour pourquoi. Gardez ce vertige, gardez cette question ouverte, ne la refermez pas avec une réponse trop rapide, trop facile, trop rassurante. Laissez-la vivre en vous cette nuit sous les étoiles qui brillent si loin et si proches pourtant.